Coach Mike, qu'est-ce que vous en pensez qu'on attende jusqu'à 9h05? Oui, hein, bonjour à tous. On peut attendre 3 minutes en tout cas. Il n'y a pas de problème. Ok, parfait. Bon, on peut prendre la peine peut-être. Est-ce que il y a des gens qui ont des questions sur le business model qu'ils ont dû remplir? Est-ce qu'il y a eu des soucis ou tout le monde a complété? Il n'y avait pas de problème? Il y a une main de Joël. Oui, allez-y, monsieur Joël. Oui, en fait, moi, j'ai parfaitement complété les répliques là, mais j'ai un peu des complications sur ce qui concernait les partenaires clés. Il faut écrire leur nom, soit c'est seulement leur structure là. Bon, il y a 2 possibilités. Si vous devez mettre le nom, vous ne saurez pas mettre tous les noms. Alors, vous pouvez les catégoriser selon le besoin que vous avez. On a dit que le partenaire, ça pouvait être des fournisseurs qui vous fournissent la matière première. Alors, selon ce que vous produisez, vous pouvez les catégoriser il y a des fournisseurs d'emballage, par exemple. Il y a des fournisseurs des produits bruts que vous utilisez pour mettre en place vos produits ou vos services. Il y a aussi des partenaires qui peuvent être des institutions d'accompagnement financier. Ça peut être des banques, ça peut être des partenaires techniques, ça peut être un incubateur qui vous accompagne. Donc, vous pouvez les catégoriser parce que vous ne saurez pas les citer nominement tous. D'accord, merci beaucoup. C'était ça au moins. D'accord, je. Préoccupation. D'autres questions sur le business model avant qu'on passe à la valeur ajoutée? Ok, bon. J'avais une nouvelle à partager, mais je vais la garder vers la fin, le temps que tout le monde puisse se connecter. Bon, on a une bonne nouvelle pour la finale. Donc, on a un invité surprise d'ici la fin du meeting. Donc, je laisse la parole à notre très cher coach, Monsieur Mike. Merci beaucoup, Madame Nana. Alors, bonjour à tous. On pourrait faire comme l'autre fois, en tout cas, si on peut garder le micro ouvert pour permettre l'interaction. Et c'est rassurer quand même qu'il y aura pas peut-être beaucoup de retours autour de nous, beaucoup de bruit. Comme ça, on sait se suivre. Sinon, je serai en train de monologuer, personne ne sera en train de me suivre. Je ne sais pas si on peut laisser nos micros ouverts, si possible, s'il n'y a pas beaucoup de bruit autour de nous. Alors, bonjour Dani, bonjour Espérant, bonjour Joël, bonjour Obed. Bonjour. Bonjour Crispin. Crispin, je vais vous prendre. Crispin, vous avez une main levée. Bonjour Autissier aussi. Oui, bonjour. Bonjour Mike. J'avais quelque chose à parler concernant le business model, si vous me permettez. Oui. Bon, veuillez d'abord m'excuser parce que quand j'ai entendu l'intervention de notre collègue Joël, oui. J'ai compris que c'est comme s'il y avait un fichier ou un document que je devais partager pour les remplir. Parce que moi, j'ai utilisé notre modèle de business model et que j'avais donc. Ok. Si je vous ai suivi, je m'excuse. Si je vous ai suivi, il n'y a pas un modèle qui est partagé, mais dans les documents que nous avons partagés. Crispin, vous pouvez fermer le micro. Apparemment, il y a beaucoup de bruit. C'est Crispin ou c'est Obed? C'est Obed, apparemment. C'est côté Obed. Ok. Obed, fermez votre micro. Voilà. Crispin, par rapport à votre question, les documents, on n'a pas partagé un document spécifique qu'il faut compléter. On aurait dû le faire, mais on a quand même laissé que chacun puisse mettre en jeu son sens de créativité, bien que dans les modules qu'on a partagés la dernière fois, à la fin, il y a un tableau que vous devez recréer et remplir. Il y a vraiment ces modèles, effectivement, qui a été partagé, mais dans le format du document que nous avons partagé la dernière fois. Donc, c'est ces modèles-là que vous allez utiliser, mais c'est un modèle qui est universel. Donc, je suis sûr que le modèle que vous avez, vous utilisez, si ce n'est pas celui-là,
mais c'est un modèle qui nous rejoint. Mais pour raison d'uniformité, on conseille toujours d'utiliser le modèle que nous on a proposé là comme ça. Comme il s'agit d'un concours, ceux qui vont examiner ces business models auront vraiment la facilité au niveau de la compréhension parce que c'est le modèle qui est utilisé par tout le monde. Mais c'est un modèle vraiment universel en termes de concepts et de termes. D'accord, merci beaucoup. Donc, je suis obligé alors de commencer parce que j'avais déjà fait quelque chose. Bon, ça ne sert à rien, donc je vais juste copier les données qui étaient dans le modèle. Vous aurez juste à retranscrire les données et les compléter sur l'autre modèle. Donc, c'est un peu ça. Merci pour cette éclaircissement. Merci beaucoup. J'étais en train de saluer aussi Autissier, je saluais Ebenezer et puis Jean-Richard. Et je tiens également à vous souhaiter à tous la bienvenue à ce deuxième atelier par rapport au concours citoyen innovant de Kwetukudibon sous Innove. J'espère que nous sommes en train de bien évoluer par rapport à nos business models et par rapport au concours en général. Et je nous souhaite en tout cas une bonne continuité par rapport à cela. La dernière fois, nous avons travaillé sur la construction d'un business model ou d'un modèle économique qui est une étape très importante dans le développement de notre business parce que cette étape-là nous permettait de comprendre comment est-ce que notre solution devient une solution marchande ou ça devient une solution qui nous procure du revenu parce qu'on a rappelé l'autre fois que l'objectif pour lequel on entreprend aussi, c'est que nous puissions faire du revenu. D'abord, c'est que nous puissions apporter de la solution autour de nous, régler des problèmes autour de nous. Mais c'est aussi important que cette solution qu'on apporte puisse nous générer du revenu. Et le moyen par lequel on puisse se rendre compte que la solution rapporte du revenu, c'est le moyen de notre modèle économique. Et je pense que chacun de nous est en train de les compléter. Avant de continuer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui éprouve une difficulté par rapport à la construction de son modèle économique? Allô? On dirait que tout le monde est OK. Ah, mais OK. Ça veut dire que tout le monde a fini. Après cette réunion, tout le monde pourrait nous partager son modèle économique, apparemment. Oui, coach Mike, moi j'avais un problème, on va partager. Oui, Ebenezer. J'avais une difficulté par rapport à la structure de cours. Oui. Il faudra-t-il, à partir du modèle, déjà commencer à détailler tous les coûts possibles qui entrent dans le processus de projet où on peut donner juste les grands coûts et les détails, ça sera donné après. Bon, comme ici, dans ce processus, nous n'aurons pas à parler des business plans, c'est pas prévu. Là, vous devez donner tous les détails. En tout cas, vous devez donner tous les détails. Par exemple, parlant des coûts directs, vous devez parler de tous les coûts, des coûts indirects, vous devez parler de tous les coûts. Parce que si on parlait des business plans et des plans financiers, on vous recommanderait d'en parler dans les plans financiers. Mais là, vous devez en parler là-bas. Genre, c'est quoi les coûts directs qui sont engagés pour arriver à produire votre solution et partir d'une unité de solution. Par exemple, si vous produisez du jus, une bouteille de jus vous demande combien d'argent. Non, le produit fini, la bouteille de jus qui est consommable, vous demande combien d'argent. Ça vous permettra de fixer aussi le prix de revient ou le prix de vente de votre bouteille de jus. Et ça, c'est des questions que vous devriez poser normalement, mais que vous n'avez pas posées. J'espère qu'on pourra peut-être y revenir lorsqu'on va commencer à analyser les plans, en fait, les business models de chacun de nous au travers des ateliers que nous pourrons avoir en individualité avec vous. Alors, s'il n'y a pas d'autres éléments à ajouter, je l'espère bien, on va continuer. Et la semaine passée, en parlant du business model, il y a un élément important dont on a parlé. Je pense que c'est le premier ou le deuxième élément du business model Canva, c'est la valeur ajoutée ou la valeur unique, la proposition de la valeur. On a dit que c'était un élément important de notre modèle économique parce que c'est carrément ça que l'on vend. Notre solution doit reposer effectivement sur cette valeur unique.
étant donné qu'on est sur un marché où il y a le même produit que nous voulons proposer qui est aussi proposé, ou même si ce n'est pas le même produit que nous proposons qui est proposé, d'autres produits, des substituts, donc de produits divers qui répondent aux besoins auxquels on aimerait répondre. C'est comme ça que c'était la proposition de la valeur, c'était un élément essentiel sur lequel il fallait s'appuyer pour pouvoir arriver à développer une solution qui serait viable, qui ferait face à la concurrence sur le marché. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons résolu de continuer à parler de la valeur ajoutée ou même de la valeur unique ou de la proposition de la valeur. Et aujourd'hui, personnellement, j'aimerais vous parler de comment est-ce qu'on va arriver à développer cette valeur unique. Quels sont les processus par lesquels on passe pour parvenir à développer cette valeur. Donc, je ne sais pas si on est en train de se suivre. Je suis très bien. Merci beaucoup. Alors, pour parler du développement de la valeur ou de la proposition de la valeur, je parlerai des stratégies de développement produit. Parce que j'étais en train de dire ici que la valeur unique, là, c'est ça même qui constitue le produit que nous allons essayer de proposer. Donc, en quelques minutes, je nous parlerai des stratégies de développement produit et je nous prierai d'être beaucoup attentifs. Vraiment, soyons attentifs parce que je ne pense pas qu'après cette session, j'aurai un support à partager. Donc, si on peut se suivre, ceux qui sont en mesure de noter, s'ils peuvent noter, ça serait assez intéressant. Alors, j'aimerais quand même donner 2 minutes à peut-être ceux qui n'ont pas apprêté quelque chose pour noter, d'apprêter. Comme ça, on va bien continuer. Si on peut prendre 2 minutes à prêter quelque chose sur laquelle noter, comme ça, on va évoluer. Est-ce que tout le monde est prêt à noter, hein, apparemment? Oui, particulièrement, je suis déjà prêt. Ok. Moi également. D'accord, merci. Alors, on va parler aujourd'hui de la stratégie de développement produit ou la stratégie de développement service. Comment est-ce qu'on arrive à partir de l'idée ou de l'imagination que nous avons par rapport au produit que nous voulons proposer au produit là fini qui est acceptable sur le marché et puis concevable, en fait consommable sur le marché. Alors, la première des choses qu'il faudrait comprendre ou retenir ici, c'est que lorsque nous parlons de la stratégie de développement produit, je l'ai dit que c'est le processus même qui nous permet d'arriver à développer la valeur unique ou la proposition de la valeur de notre entreprise. Alors, c'est le fait pour nous de traduire la vision que nous avons de ce que nous voulons proposer comme produit en une feuille de route. Le nouveau produit que l'on veut proposer, comment est-ce qu'il sera, qu'est-ce qu'il sera même. Et c'est ce qu'on va appeler ici stratégie de développement produit. Et c'est tout un processus qui a des étapes qu'il nous faudrait suivre. Et nous allons voir ces différentes étapes-là. Et c'est sur ça que nous allons nous étaler jusqu'à la fin de notre intervention qui ne va pas beaucoup durer. Voilà pourquoi je me demande d'être assez attentif. Alors, ces étapes du processus de développement produit sont à 6. Donc, nous avons 6 étapes importantes qui nous permettent de développer nos produits ou nos services. Par conséquent, de développer notre valeur unique ou la proposition de notre valeur. Alors, ces étapes sont la première. C'est d'abord l'idéation. Donc, tout part de l'idéation. Ici, par idéation, on comprend ce fait-là de s'imaginer même la première idée. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire exactement? C'est quoi la solution qu'on aimerait proposer? Et cette étape d'idéation, nous allons y revenir en détail, mais déjà, il faut retenir que cette étape d'idéation passe par une série de réflexions que l'on fait sur les concepts du produit que l'on veut proposer même.
Et cette réflexion, ce n'est pas une réflexion que l'on fait seul sur sa chaise ou dans sa chambre. C'est une réflexion que l'on fait si on est une équipe au sein de notre entreprise. Cette réflexion, on l'a fait ensemble au niveau de notre équipe. Et cette réflexion, on l'a fait aussi en associant notre cible. Donc, cette étape d'idéation, on l'a fait avec notre équipe à l'interne, mais aussi en associant notre cible. Parce que ces produits qu'on est en train de développer, on ne les développe pas pour nous. On ne le développe pas pour répondre à un besoin personnel. On les développe, c'est pour répondre à un besoin d'une cible que nous sommes en train de viser. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la définition du produit même que l'on veut proposer. C'est quoi le produit que l'on veut proposer? C'est un jus. Mais c'est quoi exactement? Dire que c'est un jus, c'est beaucoup plus vague. À cette étape ici, on va définir c'est quoi effectivement ces produits, ces concepts que l'on veut proposer. Lorsqu'on a fini de les définir, on va passer à une troisième étape qui est l'étape du prototypage de ces produits ou de cette solution qu'on aimerait proposer. Vous allez comprendre que la première et la deuxième étape, c'est des étapes un tout petit peu encore imaginaires, des étapes de réflexion. Mais la troisième étape, nous passons de l'imaginaire à quelque chose d'un peu plus concret. Ça veut dire qu'ici, nous arrivons finalement à mettre en place une maquette ou une représentation visuelle de ce que nous voulons proposer. Si au niveau de la première et la deuxième étape, j'ai défini mon produit et que c'est un jus par exemple, au niveau de la troisième étape, j'essaie de m'imaginer ça sera un jus fait à base de tel produit. Il sera conditionné dans une bouteille de 30-35 centilitres. Il aura telle étiquette, ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième étape. Là, je me fais une représentation visuelle. Et avec des personnes qui ont des technologies assez avancées, quelqu'un peut aller jusqu'à créer son petit logo, créer même ces prototypes-là au niveau peut-être des Photoshop, des Canva, créer vraiment ces prototypes, cette bouteille avec les contenus qui est son jus, voilà. Là, c'est la troisième étape. Nous allons y revenir bientôt, étape par étape, pour parler en long et en large. Il y a la quatrième étape qui est la conception initiale du produit. Donc, lorsqu'on a fini à faire le prototype qui est la représentation visuelle de notre produit, on passe finalement à l'étape un tout petit peu matérielle où on conçoit finalement le premier échantillon de notre produit. Comme je parle du jus, si c'est les jus, au niveau du prototype, on s'est donné une image de ce que ça sera, de la bouteille dans laquelle ça sera. Mais là, finalement, on passe à la préparation de la solution. On fait effectivement le premier verre de jus là. On le fait au niveau de la conception initiale. Et la cinquième étape, ce sera la validation ou les tests. Lorsqu'on a fini de préparer la première solution, la première bouteille de jus, il faudrait qu'on passe à l'étape des validations et des tests. Et cette étape, elle est participative. On y fait participer son équipe et peut-être un échantillon aussi de sa cible. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vont appeler ça, par exemple, il y a des gens qui vont faire peut-être une session de dégustation où la personne qui produit son jus fait un échantillon de 10, 20 bouteilles de jus et invite 10 personnes ou 20 pour faire goûter ces jus-là. Et c'est une des étapes de développement produit qui vous permet de tester votre produit ou de le faire valider au travers de votre public cible. Et c'est au niveau de cette étape-là que vous aurez des feedbacks où les gens vous diront, vous feront des commentaires sur l'utilisation de votre produit, sur les différentes fonctionnalités, sur le goût, si c'est un produit de consommation, sur les goûts, sur l'étiquetage, sur l'emballage et sur toutes ces choses-là. C'est au niveau de la cinquième étape, des validations et des tests. Et enfin, il y a la dernière étape, lorsque vous avez validé et testé. C'est la commercialisation. Mais entre la cinquième et la sixième étape, il y a cette étape-là des remises en question.
Ça veut dire que vous avez testé le produit, vous avez reçu les feedbacks qui ne seront pas toujours positifs. Il y a des gens qui vous diront des choses qu'ils n'ont pas appréciées sur votre produit. Et c'est important à cette étape, à cette 5e étape ici, de ne pas sélectionner seulement les gens qui peuvent vous dire le bien de votre produit. Il faudrait être assez sélectif, prendre vraiment toutes sortes de personnes pour que vous ayez des commentaires qui vont vous permettre d'améliorer votre produit avant de les commercialiser. Ça veut dire qu'avant de passer à la 6e étape, vous aurez les feedbacks que vous devez intégrer. Et finalement, la 6e étape vous permet de réintégrer ces feedbacks et intégrer votre produit sur le marché. Là, on va parler de la commercialisation. Je ne sais pas si avant qu'on commence à développer chacune des étapes, il y a une question. Si on a pu noter d'une façon générale ces différentes étapes. Allô, est-ce qu'on se capte? Ah, vous êtes trop froid aujourd'hui, hein, j'ai peur, franchement. Vous êtes vraiment trop froid. C'est pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un deuil parmi nous ou bien c'est quoi? Il y a une mauvaise nouvelle parmi nous? Non, mais moi, j'aimerais quand même vous sentir respirer, hein. C'est comme ça que j'ai demandé à ce qu'on ait quand même nos micros. J'aimerais sentir qu'on respire quand même si on parle pas, mais on est en train de respirer, on est en train de se suivre. On n'a pas de valeur ajoutée au casse-tête. Hein? On vous suit. Ok. Non, on va pas dire ça, on vous suit. Ok, c'est bon. C'est bon. Alors, si on se suit, on va passer à la première étape, qui est l'étape de l'idéation. Vous comprenez qu'au niveau de l'étape de l'idéation, là, on est en train de parler de développement produit. Pour ne pas oublier les thèmes de notre session d'aujourd'hui. Développement produit qui nous permet d'arriver à développer notre proposition de valeur ou notre valeur unique. Alors, on est en train de parler de la première étape qui est l'idéation. Vous comprenez que l'idéation, on est encore au niveau de l'idée. Et cette étape ici, cette première étape du processus de développement produit ou développement de la valeur unique nous permet de trouver de nouvelles idées de produits. Donc, à cette étape, elle nous permet de trouver de nouvelles idées de produits en effectuant des sessions de brainstorming qui sont fondées sur les bases, en fait, qui sont fondées sur le besoin des clients. Et ça, c'est ce qui est le plus important ici. Donc, tout part de besoins des clients ou de problèmes qu'il y a autour de nous. Donc, ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas votre solution. Donc, ne pensez pas d'abord votre solution. Vous ne venez pas d'abord avec votre jus ou votre mayonnaise ou je ne sais quoi, non. Vous venez d'abord avec le besoin qu'il y a autour de vous. Et à cette étape de l'idéation ici, vous devez passer en revue toutes les idées qu'il y a. Donc, tous les scénarios possibles. Par rapport à ces besoins-là, quelles sont les solutions possibles? Toutes les solutions possibles, vous les passez en revue. Il y a un terme qu'on a, dont j'ai parlé ici, j'ai parlé de brainstorming. C'est un processus qui vous permet de faire carrément une réflexion à haute voix, mais pas seul, comme j'étais en train de le dire, avec toute votre équipe, peut-être aussi avec des focus group. Donc des groupes thématiques qui constituent votre public cible, où vous allez réfléchir, par exemple, vous avez identifié le problème. Le problème, c'est un peu comme Giscard était en train de le dire pour son produit. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de mets diversifiés à sa table, où il n'y a pas de produits qui accompagnent sa table en termes de, voilà, mayonnaise et tout et tout. Alors la question que Giscard doit mettre sur la table ici, au niveau de ces brainstorming, c'est que pourquoi il n'y a pas assez de mets sur la table? Et qu'est-ce qu'il faudrait avoir sur la table, effectivement? C'est là que Giscard, comme il est en train de faire effectivement une session de brainstorming, il n'est pas seul. Il recevra les idées des différentes parties prenantes à ces brainstorming. Et à ceux qui lui diront,
Mais non, mais s'il n'y a pas assez d'aimés, c'est parce que on n'a pas assez d'argent pour payer ce qui est proposé sur le marché. C'est parce que ce qui est proposé sur le marché n'est pas bon. C'est parce que. Alors, c'est d'ici que nous allons d'abord noter toutes les solutions, toutes les réponses des différentes parties prenantes là, pour arriver à identifier la solution idéale. Qu'on n'identifie pas tout de suite. Là, on est encore au niveau de l'idée. Et au niveau de cette étape de l'idéation ici, il y a des éléments dont il faudrait tenir compte. Le premier élément, c'est le marché cible. Quand vous réfléchissez à votre idée ou au produit que vous voulez proposer, prenez en compte le marché cible. C'est quoi le profil du consommateur pour lequel vous voulez proposer votre produit? C'est quoi son profil? C'est qui? Votre produit, vous voulez le proposer à qui? Parce que si vous ne connaissez pas à qui vous voulez proposer votre produit, vous allez proposer du piment à un enfant de 2 ans. Vous proposez un piment bien étiqueté, bien emballé. Pourtant, votre cible, c'est des enfants de 2 ans. Ils ne vont pas prendre les piments. C'est comme ça qu'ici, vous devez maîtriser, en tout cas, dans cette étape d'idéation, vous devez maîtriser d'abord le profil de votre consommateur principal. Celui pour qui vous créez votre produit. Et cela vous permettra de créer un concept qui est adapté à ces consommateurs ou à ces profils. Et la deuxième des choses, c'est que analysez aussi les produits existants. Là, nous sommes en train de parler des produits que vous voulez proposer. Quels sont les produits qui existent déjà sur votre marché? Passez en revue tous les produits qui existent sur le marché. Voilà pourquoi, en entreprenant dans les domaines où vous voulez entreprendre là, c'est important que vous puissiez connaître tous vos concurrents ou toutes les personnes qui proposent le même produit que vous proposez ou même des produits de substitution. Et les produits de substitution, ici, nous parlons de produits ou des produits qui répondent aux mêmes besoins, mais qui ne sont pas les mêmes produits que vous voulez proposer aussi. Et c'est important ici de connaître tous les produits qu'il y a sur votre marché. Et lorsque vous arrivez à connaître tous les produits qui existent sur votre marché, je vous recommanderais de faire une petite analyse SWOT de ces différents produits-là. Ça veut dire que pour avoir de l'emprise sur ces produits-là, essayez d'analyser la force de ces produits, la faiblesse de ces produits, l'opportunité qu'il y a derrière ces produits et la menace qu'il y a derrière ces produits. Ça vous permet de vous positionner par rapport à ces produits parce que vous les connaissez mieux même qu'eux-mêmes se connaissent. L'autre élément que vous devez analyser lorsque vous êtes en train d'imaginer ou de réfléchir à votre idée ou au produit que vous voulez proposer, commencez déjà à réfléchir à la fonctionnalité de ces produits. Comment vous voulez que votre produit fonctionne? Vous allez voir que ces choses sont en train de se compléter. Nous avons parlé du besoin, du marché cible, des produits qui existent. Et là, nous parlons de la fonctionnalité. C'est-à-dire que vous comprenez déjà comment votre marché cible fonctionne, qui est votre consommateur. Vous comprenez les autres produits qui existent. Vous comprenez maintenant, vous devez maintenant comprendre comment vous pensez que votre produit à vous puisse fonctionner. Et c'est là sur base du fait que vous devez proposer quelque chose de nouveau. Lorsqu'on parle de la fonctionnalité que vous devez vous imaginer ici, cette fonctionnalité doit être plus que ce qu'il y a sur le marché. Parce que déjà, vous connaissez les faiblesses, les forces, les menaces qu'il y a avec les autres produits qui existent sur le marché. Lorsque vous avez fini d'analyser la fonctionnalité de votre produit ou de l'idée que vous voulez proposer comme produit, l'autre étape, c'est revenir sur l'analyse SWOT dont on venait de parler ici. L'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces. Mais cette fois, vous faites cette analyse par rapport à votre propre produit. Vous avez fait l'analyse par rapport aux produits des autres, aux produits de vos concurrents. Faites maintenant l'analyse par rapport à votre produit. Ne vous surestimez pas. Soyez plutôt réaliste. Ne vous dites pas que votre produit, parce que c'est le vôtre,
il est le meilleur, il n'a pas de faiblesse, il est sans tâche. Non, soyez réaliste, faites une analyse SWOT réaliste. Mais ici, je vous prie de vous mettre à la place du consommateur. Donc, si vous devriez produire, je m'excuse de me répéter, un produit à vous-même, comment ces produits-là devraient être? Si j'aimerais fabriquer quelque chose que je devrais moi-même payer, comment je voudrais que cette chose-là soit? Donc, c'est dans ces corps-là que vous devez vous mettre pendant que vous êtes en train de passer en revue cette étape de l'idéation. Et faites l'analyse SWOT de votre produit. Identifiez les forces de votre produit. Identifiez les faiblesses de votre produit. Identifiez aussi ce qu'il y a comme menace avec votre produit. Et parlant des forces de votre produit, ça peut être que votre produit va bénéficier de l'expertise technique ou marketing. Vous avez peut-être des compétences techniques par rapport à la mise en place de ces produits ou des capacités de marketing ou de communication. Ça, c'est une force que votre produit aura parce que c'est quelque chose que vous avez. Et une autre force, ça peut être que c'est un nouveau produit sur le marché ou c'est un nouveau service. C'est un produit qui n'a jamais existé. Mais attention, ça ici, ça peut être en même temps une force ou une faiblesse. Le fait qu'il en soit nouveau sur le marché. Mais ça va dépendre de comment vous pouvez le prendre vous. Vous pouvez prendre ça comme une force, le fait que vous soyez nouveau sur le marché. Une autre force, ça peut être aussi le fait de votre localisation. Vous proposez un produit qui est produit localement. Donc, ce n'est pas un produit qu'on paye à Kinshasa, qu'on vient vous revendre, ou que vous payez à Kinshasa, que vous venez revendre. Vous les produisez localement. Alors, vous pouvez utiliser ces facteurs-là comme une force. Mais à vous maintenant de voir comment motiver le fait que vous produisez localement soit une force pour vous. Une autre force, un autre élément qui peut constituer une force pour vous, peut être les canaux que vous utilisez pour distribuer votre produit. Par exemple, pour votre produit, les gens commandent en ligne et vous faites la livraison à domicile. Donc, la personne n'est pas obligée de se déplacer. Elle utilise son téléphone pour entrer en contact avec vous, commander son produit et vous lui ramenez à la maison. Lorsque vous ramenez la quantité qu'elle veut, la personne vous paye sur place. Ça peut être une force pour vous qui peut attirer quelqu'un, qui peut attirer un client, un consommateur. Une autre force, ça peut être la réputation. La réputation de votre produit. C'est vrai qu'ici, on est en train de parler d'un produit qui n'existe pas encore, mais la réputation de votre produit peut partir de votre propre réputation. Vous êtes quelqu'un de très bien réputé sur la ville de Mbujima et sur la ville de Kananga. Ce qui fait que tout ce que vous pouvez dire aux gens, tout ce que vous pouvez proposer aux gens, les gens vont avaler ça. C'est comme ça que peut-être la surprise, je m'excuse, en fait, je ne vais pas dire ça, mais il y a une surprise qu'on vous réserve. Peut-être dans cette surprise-là, on vous parlera de la valeur ajoutée pour vous dire que lorsqu'on parle de la valeur ajoutée, la première valeur, c'est d'abord nous-mêmes. Le premier produit que l'on vend, que l'on doit vendre, c'est d'abord nous-mêmes. Et là, peut-être la surprise pourra vous en parler un peu plus en détail. Là, on est en train de parler des forces lorsqu'on va faire l'analyse SWOT de notre produit. Il y a aussi des faiblesses que l'on doit identifier, dont on doit être très conscient. Parce qu'ici, on s'est dit qu'on doit être vraiment sincère avec soi-même. La première faiblesse qu'on peut identifier par rapport à notre produit, ça peut être la réputation. On est quelqu'un de pas bien réputé, mais on veut être entrepreneur. On veut proposer des solutions. On a des belles idées, on aimerait proposer des belles solutions. On doit être conscient ici qu'on n'est pas bien réputé pour que les choses puissent bien marcher. Tu es mal réputé, sois conscient avec toi-même que tu es mal réputé et les gens verront ça. Parce que les gens, ils savent que tu es mal réputé. Lorsque tu amèneras ton produit, les gens verront, te diront que tu es mal réputé. Alors, identifie cette faiblesse-là déjà. Ça te permettra de te proposer toi-même une alternative. La deuxième faiblesse peut être que les produits ou la solution que tu veux proposer, il n'est pas trop différent de ce qu'il y a sur le marché. Et toi-même, tu en es conscient déjà à cette première étape de développement produit, à cette étape de l'idéation.
L'autre faiblesse, ça peut être dû à la situation économique. Tu proposes une très belle solution qui va beaucoup t'écouter au niveau de la production. Et maintenant, tu te rends compte que le prix que tu vas fixer là, ce sera difficile que les gens puissent s'y payer ou s'offrir cette solution-là. C'est important que tu identifies déjà ça ici au niveau de l'idéation. Ça va déterminer la suite du processus. L'autre faiblesse, ça peut être les canaux ou les canaux que tu vas utiliser pour distribuer ça. Identifie déjà ça. Très vite, il y a aussi des opportunités que tu peux identifier. Ça peut être le fait que tu proposes de nouveaux produits, ça peut être des opportunités pour toi. Donc, ton environnement propose de nouveaux produits qui peuvent t'aider à bien développer ton produit aussi. L'autre opportunité, ça peut être que ton environnement t'offre des opportunités des fusions ou des alliances stratégiques avec d'autres entreprises. Donc, il y a autour de toi peut-être des agences, des entreprises, des communications, des publicités que tu peux contacter facilement qui vont t'aider à développer ton image ou ta marque. Ça, c'est une belle opportunité qui est liée à ton produit, pas d'une façon générale à ton entreprise. L'opportunité peut être aussi qu'il y a un nouveau marché qui s'est ouvert dans ta ville. Par exemple, en Mbuji-Mayi, j'ai appris qu'il y a du courant qui est en train d'arriver sur la ville. Et le fait que le courant arrive sur la ville, ça va ouvrir quand même un nouveau segment de marché. Par exemple, le marché de la consommation. Les gens auront l'opportunité de se payer des petits congélateurs, des petits frigos, voilà, de proposer des produits. Et ça, c'est un nouveau marché. Ça peut être une opportunité pour toi. Et on va finalement parler des menaces. Les menaces, ça peut être qu'il y a sur le marché de nouveaux concurrents. Pendant que tu es en train de réfléchir à développer ton produit, tu apprends que Mike aussi est en train de réfléchir au même produit. Tu apprends que Danny est en train de réfléchir au même produit. Ah, mais là, c'est une menace pour toi, hein. Et ça ne doit pas t'effrayer. Tu dois plutôt être conscient de cette menace-là dès la première étape de développement produit afin de te préparer, afin d'affûter tes armes. Parce qu'on ne peut mieux se battre qu'avec un ennemi qu'on connaît. Si tu ne connais pas ton ennemi, quelle que soit ta force, quelle que soit ton armure, je te jure, tu ne vas jamais arriver à bout de ces combats, de cette guerre-là. Et cette analyse te permet de te connaître déjà toi-même, déjà que tu as fait l'analyse de tes ennemis avec l'analyse de tes concurrents. Un autre élément qui peut constituer une menace, ça peut être le fait qu'il y a une guerre des prix. Vous connaissez autour de nous ces comportements-là où vous avez quelqu'un qui vend le même produit que vous, mais vous ne savez pas comment il fait pour les vendre à 2 fois moins cher que vous. Vous êtes conscient qu'il l'a payé à cher, mais je ne sais pas comment il fait. Quel démon les côtoie. Il revend ses produits à 2 fois moins cher. Ça peut être une menace. Mais maintenant, comment tu feras? Étant conscient de cette menace-là, comment tu feras pour te positionner, pour ne pas reculer, mais continuer d'avancer? Ça, c'est des choses que tu dois connaître dès le début, des questions que tu dois te poser dès le début. Donc, on va un peu s'arrêter là pour la première étape, qui est l'étape de l'idéation. On a dit qu'à cette étape ici, on réfléchit encore sur ce qu'on veut faire réellement, la solution qu'on aimerait apporter réellement. Et on a dit qu'il faudrait prendre en compte les éléments qu'on vient de citer, notamment le marché cible, les produits qui existent, dont on doit faire l'analyse SWOT, la fonctionnalité de notre produit à nous, l'analyse SWOT de notre produit à nous. Et puis, après, on doit continuer d'affiner nos idées afin de les valider. Je ne sais pas s'il y a une question par rapport à ces premiers processus, à cette première étape. Y a-t-il une question? Comme ça, on va passer très vite. Très vite. Voilà, il n'y a pas de question. Non. Alors, la deuxième étape, on a parlé de la définition de notre produit ou de notre service. On vient de passer en revue l'idéation, on a compris notre marché, notre cible, on a fait notre propre analyse, on a fait tout ça. Finalement, maintenant, qu'est-ce qu'on veut proposer? En dépit plutôt de tout ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que moi je propose finalement? Je connais mon marché, je connais qui sont mes concurrents, je connais mes forces, je connais mes faiblesses, je connais les faiblesses et les forces de mes concurrents. Qu'est-ce que je propose finalement en rapport aux besoins des autres?
de ma cible. Et c'est la question à laquelle on répond. C'est la question à laquelle on répond. Donc ici, maintenant, on réfléchit avec son équipe sur la solution qu'on aimerait proposer. Donc cette étape ici, c'est juste la suite de la première étape. Donc ici, on vient maintenant mettre au propre toutes les idées qu'on s'est faites à la première étape. Donc on choisit parmi toutes ces idées l'idée qui répond au mieux aux besoins de notre cible, l'idée qui nous place au-dessus de la concurrence, l'idée qui ressort nos faiblesses, l'idée qui met en première ligne nos forces et les opportunités qu'il y a autour de nous. C'est ce qu'on fait ici. Et pour faire ça, il faut se baser aussi sur ces éléments ici. D'abord, on se base sur l'analyse commerciale. Donc, par rapport à cette solution, cette idée qu'on retient là, on doit faire une analyse commerciale de cette solution. Ça veut dire ici, on doit faire, après avoir identifié cette idée principale ou ces produits qu'on va développer finalement, on doit se dire comment est-ce que ces produits seront distribués, comment est-ce qu'elle va se placer sur la concurrence. Donc, on essaie de mettre en place des stratégies de distribution de notre produit et des stratégies de positionnement en termes de concurrence. Là, c'est au niveau de l'analyse commerciale. Et finalement, on revient aussi à un autre élément qu'on prend en compte, la proposition de la valeur. Donc ici, on essaie de définir maintenant clairement ce qu'on vient proposer qui est au-dessus de ce que proposent les autres. Ça veut dire qu'ici, vous avez déjà identifié le point faible de vos concurrents au travers de l'analyse SWOT. Maintenant, ce sont ces points faibles-là que vous allez ressortir pour maintenant proposer, vous, des solutions efficaces par rapport aux points faibles de vos consommateurs. Parce que c'est ça que les clients voudront. Les clients voudront que vous puissiez leur proposer un produit qui vient répondre ou qui vient satisfaire le besoin que les autres n'arrivent pas à satisfaire. Ça, c'est un élément que vous devez prendre en compte. Et après que vous ayez pris en compte ces éléments-là, en définissant votre produit, essayez d'identifier aussi quelques indicateurs qui vont vous rassurer que votre produit sera une réussite. Qu'est-ce qui va vous rassurer que votre produit sera une réussite? C'est peut-être ici que vous allez vous dire que vous allez comprendre que votre produit est une réussite en voyant le nombre de commandes qui seront faites lorsque vous allez lancer votre produit. Ça, c'est un indicateur. Les premières commandes que vous recevrez vont vous rassurer si votre produit sera une réussite ou pas. Après, à cette étape de développement produit, essayez de définir aussi la stratégie marketing. Comment est-ce que vous pensez faire la promotion de votre produit au travers des canaux, des réseaux sociaux, des communications face à face, ainsi de suite. Ça veut dire qu'à cette deuxième étape, vous êtes en train de développer petit à petit votre produit. Vous développez, vous définissez ce que ça sera finalement, la valeur que ça va apporter, ce qui vous montrera que votre produit sera une réussite ou pas en termes d'indicateurs, la stratégie marketing aussi. Et lorsque vous avez défini ces éléments-là, vous passez à la troisième étape, qui est l'étape des prototypages, ou l'étape où vous imaginez, vous avez finalement une idée visuelle de ce que vous voulez proposer. Et cela, c'est en n'oubliant pas les étapes que vous venez de passer, la première étape et la deuxième étape. Je ne sais pas si on est en train de se capter. Oui, on vous suit parfaitement. On vous suit. Je ne sais pas s'il y a une question jusque-là. On vous suit parfaitement. Il n'y a pas de question. Ok. Alors là, on est au niveau de l'étape du prototypage. C'est ici que par rapport au produit que vous voulez mettre en place, vous arrivez à vous donner une idée de ces produits-là. Et cette idée, c'est pas par rapport à vous-même, c'est par rapport aux besoins de votre client, c'est par rapport à ces clients-là que vous connaissez,
C'est par rapport aux faiblesses que vous avez identifiées par rapport à ces clients et par rapport à vos concurrents plutôt, et les faiblesses et les forces que vous avez identifiées par rapport à vous-même. La quatrième étape, après les prototypages, c'est l'étape carrément de la mise en œuvre de ces prototypes. Comment vous passerez de l'image visuelle, de l'idée visuelle que vous venez d'avoir au niveau du prototype, jusqu'au produit concret que vous aurez en main, jusqu'à la première unité du produit. Ici, vous devez maintenant réfléchir à comment vous allez vous approvisionner en matière première pour arriver à mettre en place ces produits initiaux. Comment est-ce que vous assurez la communication avec les différentes parties prenantes, les fournisseurs et tout. Et lorsque vous aurez mis en place ces produits-là, comment est-ce que vous pensez mettre en place un mécanisme de feedback? Ça veut dire que la première communication que vous aurez avec les premiers consommateurs, tout ça, vous devez déjà le concevoir ici parce que ça fait partie de votre produit. Et c'est ça qui fera partie de votre valeur unique. La valeur, ce n'est pas seulement le produit là, mais c'est tout ce qu'il y a autour du produit. Comment vous les distribuez, comment vous communiquez avec vos clients ou vos consommateurs, comment vous communiquez avec vos fournisseurs, où est-ce qu'ils se localisent même. Et c'est tout ça que vous devez déjà définir à ce stade ici. Lorsque vous avez défini tout ceci à ce stade, vous produisez finalement le premier échantillon de votre produit. Vous fabriquez finalement le premier échantillon de votre produit ou le premier échantillon de votre service qui vous fait passer à la 6e étape des validations ou des tests. Et cette étape, elle est une étape participative, comme je suis en train de dire. Vous avez votre concept qui est déjà développé. Et je reviens à l'étape 4. Lorsqu'on parle de réaliser la conception initiale ici, ça prend en compte tous les éléments en tout cas. Que ce soit les éléments en rapport avec le produit lui-même, le produit brut, ou les éléments en rapport avec comment le produit sera conditionné, l'emballage, l'étiquetage, les concepts, les noms même du produit. Comment vous voulez que votre produit s'appelle? Ça va s'appeler par exemple le produit de Obed. Comment ton produit s'appelle? Obed n'est pas là par exemple, et il n'est pas là. Crispin, comment ton produit s'appelle ou comment ton produit va s'appeler? Mon produit, moi, s'appelle Jassa. Voilà. Donc, à l'étape 4, c'est à cette étape ici que tu définis avec ton équipe, pas toi-même, tu définis avec ton équipe que ton produit va s'appeler Jassa. Et le Jassa que tu prends, ça doit avoir du sens. Donc, les gens, le Jassa que tu prends, ce n'est pas un truc que tu prends par toi-même parce que c'est un nom que tu as rêvé ou dont tu as rêvé. C'est un nom qui parle de ta famille. Non, non. C'est un nom au travers duquel tes bénéficiaires ici doivent aussi s'identifier. Les Jassa dont tu parles, tes bénéficiaires doivent s'identifier parce que le produit que tu proposes, la solution que tu proposes, tu leur proposes à eux. Il ne faudrait pas que tu es en train de proposer une solution à la population de Kananga ou de Mbujimaï, mais tu leur proposes un nom chinois par exemple. Un produit qui s'appelle, je ne sais pas trop les Chinois, Hihan par exemple. Non mais déjà, c'est compliqué, c'est mal parti pour toi. Comment quelqu'un de Kananga va consommer Hihan ou quelqu'un de Mbujimaï? Il ne s'identifie pas à ça. Il ne s'identifie pas à ça. Donc le choix des concepts est très important aussi. C'est comme ça que vous voyez, le concours il s'appelle Citoyen Innovant et il est fait par Kouetou Koudibionsu. Facilement, je comprends Kouetou Koudibionsu. Ça veut dire que chez nous, il y a tout. Et Kouetou Koudibionsu innove ou innovation.
Ça veut dire que chez nous, il y a tout. Il y a de l'innovation aussi. Et que Tourisme innove, chez nous, il y a tout innove, encourage les citoyens innovants. Vous voyez que ça a du sens. Je n'ai pas besoin d'aller expliquer ça à quelqu'un. La personne comprend déjà ce que je fais et ce que je propose. Avant même qu'il ne prenne le temps d'ouvrir ma bouteille, commencer à consommer mon produit. Donc, faites très attention au choix des concepts. Faisons très attention au choix des concepts. Ce n'est pas parce que celui-là fait les jus qui s'appellent GES que moi je vais nommer mon jus JAS. Je ne sais pas pourquoi il nomme son jus GES. C'est pas parce que celui-là nomme son jus, en fait son savon les coques, que moi je vais prendre mon savon nommé la poule. Non, non. Peut-être moi je peux nommer mon savon à mon zoolou. Ou bien je peux nommer mon savon toutou. Parce que voilà, je sais qu'en disant toutou, c'est les savons. La personne se dit toutou, ça veut dire mousse. Donc, ce savon a de la mousse. Oui. Par exemple, j'ai fait mon jus, je le nomme moigna. Moigna, ça veut dire que c'est quelque chose qui savoure bien. Et les clients, ils savent que les jus là s'appellent moigna. Donc, en prenant ces jus-là, nous m'envoie moigna. Et c'est important. C'est la première des choses que nous vendons même. L'image des marques même. C'est la première des choses que nous vendons avant que la personne ouvre les trucs pour boire. C'est ça que nous vendons d'abord. Donc, j'espère qu'on s'est bien compris par rapport à ça. Ici, chacun réfléchira 2 fois avant de prendre le nom. Il y a des gens qui aiment bien prendre des petits noms en anglais et tout et tout. C'est pas mal. On est dans un monde qui est en train de s'ouvrir aussi. Et surtout le monde du business, c'est intéressant si on commence à s'approprier les concepts anglais et tout, parce que ça nous permettra avec une grande vision, lorsqu'on sera par exemple appelé à vendre nos produits dans un monde anglophone, le produit aurait déjà eu le nom anglais dès son origine. Mais il faudrait que ces noms anglais-là aient du sens. Il faudrait que ces noms anglais-là parlent à quelqu'un. Lorsque cette personne sera appelée à aller prendre son dictionnaire pour comprendre ces mots anglais, que ce soit un mot qui lui parle, dont il a une signification dans sa propre langue. Donc, c'est un peu ça. On va passer à la 5e étape, qui est l'étape de validation ou du test de produit. Ici, on a dit que c'est ici qu'on fait les tests à l'interne et à l'externe. Surtout à l'externe, parce qu'à l'interne, c'est notre produit. On ne peut que l'aimer. Peut-être qu'on aura du mal à avoir des gens qui vont vous dire la vérité, genre le produit il goûte pas bien et tout, il n'a pas une bonne saveur et tout ça, il n'a pas une belle présentation. Faites aussi un petit événement où vous faites goûter votre produit à des personnes externes. Faites un petit test, même pas un gros événement, mais par exemple un jour pendant que vous êtes au culte dimanche, vous ramenez avec vous 4 bouteilles de votre produit ou 4 unités de votre produit. Vous remettez à 4 personnes. Vous leur demandez de goûter, c'est pas du poison. Vous les rassurez que c'est pas du poison. Ces personnes goûtent et vous demandez leur feedback sur tous les éléments. Sur comment est-ce qu'ils se sont sentis en prenant ça, sur l'emballage, sur l'étiquetage, sur le goût, ainsi de suite. Là, vous avez fait valider votre produit et vous avez fait le test de votre produit. Et soyez très rigoureux par rapport à cette étape ici. Ça vous permet de vous remettre en question et de continuer à développer votre proposition de valeur. Parce que lorsque cette personne externe fait le feedback, qui peut être positif ou négatif, ça vous permet d'améliorer votre produit et de proposer un produit qui répond aux besoins des gens. Au lieu d'apparaître avec votre produit, les gens ne l'ont jamais connu. Même une seule personne en dehors de vous ne l'a jamais goûté. Voilà, bon, ou en tout cas, du moins, le produit est au moins les $10. En tout cas, ma mère, bon, et puis, tu peux goûter, puis je Et si quelqu'un goûtait à ça et puis il vomissait, il a déjà payé ses $10. Donc, c'est important de faire cette session-là de fait des validations, des tests de votre produit. Et enfin, nous avons la commercialisation de votre produit. Ça, c'est la dernière étape, la toute dernière étape. Et avant de la faire, rassurez-vous que vous avez tous les feedbacks possibles qui vous disent que votre produit est bon. L'autre n'est pas formé. Rassurez-vous que votre produit
il est apprécié par 10 personnes en dehors de vous, de votre chéri, de votre copain, de votre papa ou de votre maman. Il y a 10 personnes externes qui apprécient votre produit. Et Madame Karine, fermez votre micro, s'il vous plaît. Et c'est intéressant aussi lorsque vous êtes à l'étape 5 des validations ici, d'identifier autour de vous ces personnes-là. J'espère que tout le monde comprend les Tuluba. Ces personnes-là qui n'acceptent jamais les autres ou les idées des autres, identifiez-le, faites-le goûter ou faites-le bénéficier de votre service et demandez leurs avis. Donc, dans le choix des personnes chez qui vous devez faire valider ou tester le produit, choisissez les personnes qui sont les plus flexibles. Prenez aussi les personnes qui sont moyennement flexibles. Prenez aussi les personnes là bizarres, qui sont rigides, qui ne se rabaissent jamais devant les autres. Comme ça, vous avez quand même les avis qui vous permettent de vous remettre en question. Et voilà, de proposer quelque chose qui prend en compte les avis de tout le monde. Et lorsque vous l'avez fait, vous êtes à l'étape de commercialisation. Et ici, à cette étape, il y a encore 3 éléments que vous devez prendre en compte. Le premier élément, on revient au développement du produit. Et cette étape, on dit que c'est la création du produit tel qu'il sera proposé à votre client. Donc ici, vous êtes vraiment à la dernière étape du développement produit là, qui prend en compte les avis des uns et des autres, les remarques, toutes les considérations. Donc vous développez les derniers formats du produit, la dernière version du produit. Et tous les concepts. Par exemple, vous avez proposé un produit dans un emballage qui n'a pas été apprécié. Ça veut dire qu'à cette étape, vous allez proposer finalement un produit sur l'emballage qui est apprécié, qui est voulu. Le nom n'a pas été apprécié. Vous allez proposer ici avec les noms qui a été apprécié, ainsi de suite. Et vous intégrez à ces niveaux les stratégies de distribution, stratégies de communication, de marketing. Et finalement, votre produit fini est prêt à être lancé. Et là, vous pouvez organiser une session de lancement. Vous pouvez voir, selon vos moyens et selon votre ingéniosité, faire un petit truc pour lancer votre produit. Et ça n'est fini avec cette partie sur la proposition de valeur. S'il y a des questions ou des discussions, le débat est ouvert. On m'a signalé qu'on a encore une dizaine de minutes. On peut échanger. Donc peut-être on peut juste choisir au hasard si peut-être il y a quelqu'un qui peut nous donner leur valeur ajoutée. C'est quoi la différence entre ceux qu'ils proposent et ceux qu'il y a déjà sur le marché? Effectivement. Mais si d'abord s'il y a des questions, on va les prendre et dans les minutes qui vont rester, on pourra désigner la personne qui pourra nous parler de sa valeur ajoutée, de sa proposition de valeur. Parfait. Oui, Crespin, vous avez une question. Ok. En tout cas, merci vraiment, cher coach, pour cette parole. Alors, je voulais juste vous poser une petite question sur la proposition, surtout sur la marque, sur les noms du produit. Vous avez parlé qu'il faut quelque chose qui donne directement l'essence, soit qui facilite vraiment la compréhension au client. En prenant, par exemple, je donne d'abord un exemple particulier sur les noms que j'ai donné à mon produit, c'est des gaz. J'avais fait le constat sur une petite sœur que j'ai à la maison. Et la première personne à qui je fais goûter mon produit, c'était ma petite sœur qui est juste à la maison. Parce qu'en fabriquant mon produit, je le faisais d'abord pour la petite sœur, afin de venir passer aux autres enfants. Alors, quand j'ai donné à la petite sœur, elle a goûté, et puis elle m'a dit que, quand je posais la question, tu sens comment? Elle m'a répondu en Tchoulouba, Boutam. Donc, j'ai senti que c'était bon. Ouais. Et puis, et quand j'ai essayé quand même de prendre les noms Boutam auparavant, je ne suis pas lancé avec ces noms-là. J'ai quand même consulté d'autres personnes pour essayer de m'aider en termes de maintenir un nom à ces produits. Et selon les réactions de mes collègues et
d'autres personnes qui ont déjà avancé en termes de l'entrepreneuriat, ils m'ont conseillé que non, Boutam, ça n'a pas vraiment de très bon sens. Bon, ça, c'était aussi selon leurs conseils. Alors, quand j'ai essayé d'aller plus loin, j'ai croisé qu'il y a un produit qui quitte la Zambie, dans les sacs de farine, et sur ces sacs-là, c'est écrit Kapinga. Donc, mais c'est la farine, on a donné le nom à ces produits, la Kapinga. Alors, les gens sont déjà habitués à appeler Kapinga, donc toute la ville de Lubumbashi, chacun appelle au moins ce sac-là Kapinga. Et voir même ici, les gens achètent ce sac-là, ou je vais aller acheter le sac de Kapinga au marché. Donc, j'essaie quand même de trouver où ça prend le nom de la petite, vu que c'est avec une histoire, c'est contenu de l'histoire, c'est la première personne à avoir goûté le produit, c'est la première personne, tout ça. Et à m'avoir quand même encouragé sur d'autres choses. C'est une trop petite sœur. C'est comme ça que j'essaie d'adapter ce nom. Je ne sais pas si c'est mauvais. C'était ça, Marcel, pour qu'il passe, si vous pouvez m'aider avec un éclaircissement là-dessus. Voilà, vous venez de parler de Kapinga. Vous voyez que les gens sont fiers d'appeler ces sacs de farine la Kapinga parce qu'ils connaissent Kapinga. Ils savent que Kapinga, c'est un nom de chez nous. Kapinga, c'est le nom des femmes de chez nous et tout ça. Donc, ils peuvent s'identifier facilement à Kapinga. Donc, que si au niveau de la création de concept, vous êtes convaincu que c'est un nom que vous devez prendre, par exemple Kasongo, ou bien Kaboulou, ou bien Kabeya, que vous devez donner à votre nom, c'est pas mal. Étant donné que c'est un nom qui fait au travers duquel les gens peuvent s'identifier. Il y a beaucoup de Kabeya autour de vous. Quand un Kabeya verra un jus qui s'appelle Kabeya, il sera très heureux de le payer par rapport à un jus qui s'appelle, je sais pas trop, un jus qui s'appellerait Obama ou quoi. Voilà. Donc, c'est pas du tout mal. C'est pas du tout mal. Pourvu que ça donne du sens, que les gens s'identifient à ça. C'est ça l'objectif. Que vos clients s'identifient. Parce que vous trouverez dans par exemple, si votre jus s'appelle Kabeya, en Mbujima et au Kassai, il n'y a pas une seule famille, il n'y a pas un Kabeya. Même un Kabeya, genre un cousin éloigné, il y aura toujours un Kabeya. Donc, quand j'irai acheter un produit qui s'appelle Kabeya, alors que je connais un Kabeya éloigné qui peut être un ami, un cousin, un neveu, ça veut dire que j'ai m'identifié à ces jus-là. Donc, c'est pas du tout mal. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Une autre question? Oui, Giscard. Oui, Giscard, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Ma question, c'est en rapport avec la valeur ajoutée. Oui. Vous savez aussi qu'il n'y a pas... La roue a déjà été inventée. C'est vrai que nous pouvons chercher des valeurs ajoutées par-ci, par-là. Cas de la mayonnaise. Je sais qu'avec la mayonnaise industrielle, il y a les experts en santé, il y a des grands chimistes, patata. Comment je peux faire pour me différencier d'eux? Donc, avoir une valeur ajoutée authentique à moi. Parce que je peux dire, oui, j'utilise les ressources naturelles, les ressources locales. Mais comment faire pour vraiment être authentique et me différencier des industriels? Oui. Oui, Giscard, la valeur ajoutée ici, vous ne l'imaginez pas au fait. Ce n'est pas quelque chose qui vient de votre imagination seulement. Nous avons passé en revue les différentes étapes qui nous permettent de créer effectivement cette valeur ajoutée au travers de notre produit. Vous comprenez que la valeur ajoutée réside d'abord dans le besoin qu'il y a autour de nous. Surtout le besoin qui n'est pas comblé par les autres produits. Et la valeur ajoutée peut être que je propose un produit à un prix qui est abordable. C'est une valeur ajoutée. La valeur ajoutée peut être que je propose un produit qui est dans un emballage plastique, par exemple. Les gens se plaignent du fait que les autres produits sont dans des emballages en bouteille. Pour aller l'acheter, il faut aller avec une bouteille vide. Des bouteilles en verre, par exemple. Pour aller acheter un sucré, il faut que tu aies une bouteille vide pour aller déposer cette bouteille pour qu'on te donne une autre bouteille de jus. Et soit tu vas consommer ton jus là-bas. Tu ne peux pas emporter ces jus-là. Alors toi, tu viens avec ta valeur unique, ça peut être que tu proposes un jus dans
dans le truc, dans une bouteille en plastique ou dans un sachet. Donc, brièvement, la valeur ajoutée ou la valeur unique, c'est fait sur base du problème qu'il y a, que les autres n'ont pas résolu, que l'on vient résoudre nous. Donc, c'est comme ça que c'est important d'être assez attentif à la cible et au problème que cette cible-là a. D'accord, merci beaucoup, merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Il n'y a pas de question. Ah, j'aimerais quand même saluer la présence de notre ambassadeur Odon. Il faudrait bien l'honorer. Il est là avec nous. Il s'est connecté un tout petit peu en retard. Bonjour Odon. Bonjour Monsieur Odon. Bonjour. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je ne sais pas si Odon a quelque chose à dire. Hein? Voilà. Si Odon n'a rien à dire et qu'il n'y a plus de questions, on va finalement laisser l'opportunité à quelques personnes. Oui, Odon. Personnellement, je n'ai pas de chose à dire, puisque je suis vraiment ce moment de partage, Oui. surtout sur l'orientation, sur la valeur ajoutée. J'ai une certaine qui vient de paraître. J'ai formé, mais j'ai aussi bénéficié. Ça va aussi m'aider à changer ces décisions. Et j'encourage tous les pouvoir savoir aussi faire des différences entre les noms qu'ils vont donner à leur afin de se démarquer au sein de leur communauté et aussi répondre à un besoin. Merci. Merci beaucoup, Odon. Oui, Espérant, vous avez votre main levée. Oui, coach. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. J'avais une petite difficulté par rapport à la valeur ajoutée parce que vous avez parlé ici. Vous avez parlé de l'emballage. Vous savez, ici, nous avons des difficultés pour avoir l'emballage. Comme nous sommes là, nous devons nécessairement commander ou bien utiliser les emballages qui sont déjà utilisés par d'autres personnes. Bon, je ne sais pas à ce niveau, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que la présentation du produit, comme vous l'avez dit, tient aussi compte dans le marketing ou dans la propagande du produit. Maintenant, étant donné que nous avons du mal à avoir l'emballage où nous devons mettre nos produits, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'on n'a pas aussi des appels, bien de la communication directe avec les entreprises qui peuvent nous fabriquer les emballages. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien faire les choses. Ça, c'est important. Il faut très bien faire les choses. Utiliser le moyen qu'il faut pour bien faire les choses. Aujourd'hui, on est dans un monde où on ne peut plus se plaindre de quelque chose. On ne peut plus se plaindre de rien, alors de rien du tout. C'est vrai, on est enclavé, on a des problèmes d'accès à des produits, et ainsi de suite. Mais rien ne nous est impossible. Ça veut dire que la première chose que tu devrais faire, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux réellement. Par exemple, en termes d'emballage, quel est l'emballage ou les types d'emballage que tu aimerais utiliser? Et en concevant ton modèle économique, quels sont les fournisseurs que tu peux identifier qui peuvent te proposer ces emballages, où qu'ils soient. Ils sont en Chine, ils sont en France, ils sont partout là-bas. Identifie-le et note où ils sont. Et maintenant, quels sont les moyens que ton environnement te propose pour avoir accès à ces fournisseurs? Là, c'est dans ton analyse d'opportunité que tu as eu à faire. Le moyen, c'est qu'aujourd'hui, on a l'accès à l'Internet, on a l'accès à des plateformes de paiement en ligne et tout ça. Moi, par exemple, il y a une plateforme que je vous recommanderais, il y a Alibaba, qui est une grosse plateforme qui est assez sécurisée, où vous pouvez faire vos commandes, vos achats sans problème. Le plus important, c'est de vous faire assister par quelqu'un qui maîtrise ces choses-là. Parce qu'il y a des informations que vous devez lire en anglais, il y a des produits dont ils parlent, eux-mêmes vous disent que ce produit-là, il a déjà été utilisé, il a tel défaut, il a tel défaut. Si tu n'arrives pas à lire ça, tu vas commander un produit sachant que c'est un produit neuf, pourtant ils n'ont pas dit que c'était un produit neuf.
tu commandes un produit et tu es déçu à la fin parce que tu n'as pas bien lu l'information. Il y a aussi une plateforme là, Kiku. Et cette plateforme réunit aussi différents fournisseurs. Et l'avantage avec cette plateforme là, c'est que tu peux payer même des petites quantités. Et le paiement, c'est fait en francs congolais, dans la monnaie locale. Donc là, c'est une plateforme qui peut, au travers de laquelle vous pouvez facilement vous identifier. Et en plus, avec cette plateforme-là, vous ne devez pas payer avec une carte de crédit, par exemple, une carte bancaire, une carte Visa. Avec votre compte Mobile Money ou votre compte Orange Money, votre M-Pesa, Airtel Money, vous pouvez faire des achats, des grosses sommes, des gros matériels. Et à partir d'où ça se trouve, ça peut mettre quelques semaines. C'est une plateforme que j'ai personnellement expérimentée. J'ai fait des achats et j'ai été livré. Donc, c'est important de savoir ce que vous voulez d'abord et d'identifier où vous pouvez l'avoir, pourvu que vous puissiez offrir le meilleur service, parce que ça est le plus important. On est en train de parler de la valeur unique ici. La valeur unique réside dans le fait qu'on offre le meilleur service qui donne satisfaction aux besoins de notre client. C'est carrément ça la valeur ajoutée. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas utiliser un ordinateur, ce n'est pas informatiser son système, mais c'est satisfaire son client. Donc c'est un peu ça, si je peux répondre à votre question, espérons. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Alors s'il n'y a pas de question, je vais me remettre à Madame Nana pour l'étape là des amis qui peuvent présenter leur valeur unique. Okay. Oui, parfait. Merci, Monsieur Mike. Je me disais, par exemple, on peut avoir, est-ce que Monsieur Obed est toujours là? Il s'est déconnecté. Il est là. Ah, il s'est déconnecté? Il est là. Ok. Ce serait intéressant, par exemple, d'écouter la valeur unique, de connaître la valeur unique entre lui et Monsieur Joël. Ils font tous les deux de la confiture, bien que l'un c'est l'ananas et puis lui c'est pas encore papaye. Voilà. Mais peut-être Monsieur Joël, vous pouvez y aller si vous savez déjà c'est quoi la valeur unique de votre produit. Ce serait juste intéressant d'avoir une idée, mais bien sûr vous aurez le temps après cet atelier de fignoler votre conception, votre idée. Monsieur Joël est en ligne? Ok, non. Ok, on va passer. Monsieur Martin, vous êtes en ligne? Ou est-ce que peut-être Oui, je suis en ligne. Oh, ok, parfait. Bonjour, Monsieur Martin. La valeur ajoutée de votre ketchup. Oui, par rapport à la valeur ajoutée, c'est d'abord par rapport au produit de conservation. Donc, les engrais chimiques que les autres utilisent, par exemple, pour conserver le ketchup pendant plusieurs années, ce sont des engrais qui parfois sont nocifs à la santé, soit les engrais qui diminuent presque les valeurs nutritionnelles de ketchup. Et notre valeur ajoutée, c'est quoi? Avec un conservateur que nous utilisons, c'est un conservateur naturel, donc à base de citron. Et c'est un conservateur qui n'est pas trop nocif à la vie donc à la vie humaine, et aussi qui ne tue pas les constituants, les nutriments des tomates au fait. Deuxièmement, c'est par rapport aussi à la disponibilité. Vous voyez, dans la ville où nous sommes ici, les produits comme les ketchup, c'est rarement, il est vendu rarement, non seulement rarement, et aussi cher. Alors, comme valeur ajoutée à ces points-là, nous allons faire de sorte que les produits soient disponibles à tout le temps et aussi à un coût. Donc, nous avons tenu aussi compte des capacités d'achat de notre population et on va leur offrir un produit de qualité, mais qui est à leur niveau. Deuxièmement aussi, par rapport à la distance, donc, on a remarqué qu'il y a 2 ou 3 places seulement
pour toute la ville et c'est au niveau des centres-villes. Ça veut dire que les gens qui sont très loin de la ville, ils sont obligés de payer parfois des transports, donc avec un transport qui ne va pas moins de 2000 francs pour venir payer un produit qui coûte encore cher. Et nous, avec notre système, nous avons proposé mettre des points de distribution, au moins comme nous avons 5 communes. Dans chaque commune, on a au moins un point de distribution. Cela va permettre aux clients d'acheter les produits et les plus près des chez eux aussi. Non seulement ça, nous avons aussi différencié. La plupart des ketchup sont seulement sucrés. Mais nous avons pensé aussi que on peut aussi utiliser les ketchup donc sous d'autres dimensions. Donc, on a mis en place un ketchup qui a un goût sucré et un ketchup qui a aussi un goût salé. Donc, pour le ketchup qui a un goût salé, on a fait donc spécialement pour les personnes qui ont des problèmes d'hypotension. Donc, pour des problèmes qui ont des problèmes d'hypotension, ils doivent être soumis à un ketchup qui est salé. Et pour les gens qui ont aussi des problèmes de diabète, parfois ils sont déconseillés de consommer les histoires secrètes, parfois ils sont aussi considérés s'ils sont en shit. Mais spécifiquement les ketchup salés, c'est pour ces genres de personnes. Pour les ketchup secrets, nous avons aussi compris que le VIH ont vraiment des problèmes de système immunitaire. Et ils ont aussi un problème de déficit en énergie. Donc, quand ils ont des déficits en énergie, c'est très difficile de pouvoir réfléchir correctement comme un bon VIH. Et s'ils consomment les ketchup sucrés, ils vont récupérer l'énergie. Et ça va encore faire de sorte que leur système immunitaire soit renforcé, vu que dans notre ketchup, nous privilégions plus une grande quantité de vitamine C. Voilà au moins quelques valeurs ajoutées par rapport à notre produit. Alors Martin, bravo pour votre valeur ajoutée. Moi, j'ai juste un commentaire par rapport à ça. En tout cas, quelques commentaires. C'est vrai qu'on pourra enrichir ça plus tard. C'est très bien ce que vous avez proposé comme valeur. Mais il y a un problème au niveau de la reformulation. Il faudrait qu'on réfléchisse à comment reformuler cela. Alors, là, vous êtes en train de parler plutôt des étapes ou des stratégies que vous mettez en place pour arriver à proposer une valeur ajoutée, une valeur unique de votre produit. Alors, dans la reformulation de la valeur unique, pensez plutôt à la satisfaction que vos clients auront en consommant votre produit. En consommant un produit qui n'a pas donc des substances chimiques, qu'est-ce que le consommateur aura comme élément de satisfaction? C'est ça qui constitue votre valeur unique. Et c'est ça que vous pouvez expliquer à votre consommateur comme valeur unique. Parce que la question viendra du consommateur. Elle ne vient pas de nous, en fait. Ce n'est pas nous qui vous demandons la valeur unique. La valeur unique, c'est un élément que le consommateur vous demande. Il vous dira pourquoi je dois consommer votre produit. Ça veut dire que qu'est-ce que je sentirai en consommant votre produit? Alors, c'est bon, vous pouvez lui dire que non, mon produit, je n'ai pas mis d'engrais chimiques et tout ça. C'est une bonne réponse. Mais qu'il faudrait que ces consommateurs soient assez scientifiques, assez éduqués, instruits pour qu'ils vous comprennent. Dites-lui brièvement, d'une façon plus simple, ce qu'il ressentirait en consommant un produit qui n'a pas de substances chimiques. Par exemple, j'ai aimé une explication que vous donnez. Par exemple, c'est le fait que là, vous consommez un produit 100% naturel qui ne vous expose pas à des conséquences futures telles que, je m'excuse, je n'ai pas fait trop d'analyse sur ça, telles que des cancers, par exemple. Si vous consommez des produits qui ont des substances chimiques, vous serez exposé à des cancers, des choses comme ça. Là, les gars, ils comprennent que non, voilà. Les gars, il n'a pas mis des trucs chimiques dans son produit. Et voilà ce que j'aurai comme satisfaction en prenant son produit. L'autre élément où vous parlez du transport, tout ça, dites-lui le mal que vous soulagez en lui accordant un produit qu'il a à portée de main.
Donc, réfléchissez un peu dans ces sens-là, dans le sens que vous répondez à la question du consommateur qui vous dit qu'est-ce que j'aurai en consommant votre produit. C'est ça l'essence de la valeur unique. C'est ce que le consommateur a des particuliers d'avantageux en consommant votre produit, des différents par rapport à ce qu'on lui propose par d'autres personnes. En tout cas, c'est un peu ça. Merci. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ok, bon, est-ce qu'on a le temps? On a le temps de prendre encore une personne. Hein? Il y a une main notre d'Obed invité tarde un peu. Il y a une main Il y a d'Obed. Obed qui a levé la main. Oui. Merci beaucoup. Bonjour madame, bonjour à tous. J'aimerais bien réagir par rapport à la valeur unique. Elle a essayé de me poser la question, mais mon téléphone a planté. À ce qui concerne la valeur unique de mon produit, j'ai parlé d'abord que c'est un produit qui a beaucoup plus les goûts. Ça veut dire que c'est sur les goûts que j'ai beaucoup plus parlé. Et mon produit est fait à base de produits bio. Donc, je n'ai pas mélangé certaines choses comme les produits chimiques, comme était en train de le dire aussi notre ami. Ça veut dire que moi, ce qui fait les produits, ce qui est comme valeur unique dans mon produit, c'est les goûts. C'est ça un peu ce que moi j'ai parlé sur la valeur unique et j'ai encore diminué les coûts d'achat. Donc les coûts d'acquisition déjà, ce n'est pas un produit qui coûte beaucoup plus. Et quand j'ai procédé à l'identification des personnes produisant les mêmes produits que moi, je n'ai pas eu à identifier quelqu'un qui transforme aussi la papaye. Ça veut dire que je suis le seul. Et s'il y avait quelqu'un d'autre qui les produisait, ça pouvait me permettre de voir qu'est-ce qu'il fait chez lui et qu'est-ce qu'il ne fait pas, qu'est-ce que moi je ne fais pas chez moi. Et on devrait être sur un marché concurrentiel. Actuellement, je suis le seul et les stratégies que j'avais mises en place pour pouvoir mettre mon produit sur les plans commerciaux, donc commencer à commercialiser mon produit, c'est quand j'ai proposé mon produit à la toute première personne, c'était les cabinets. Donc, c'était un coach d'un certain cabinet qui a goûté la toute première personne. Et quand il a goûté, il a validé, il m'a encouragé, il a dit que c'est un bon produit. Et c'est lui qui a fait le marketing pour moi. Donc, le marketing, moi, je ne l'ai pas commencé moi-même. Donc, c'est quand je lui ai posé, quand je lui ai donné les produits, il a goûté. C'est alors qu'il m'a dit non, en tout cas, c'est un bon produit, je préfère t'encourager. C'est comme ça que je lui ai proposé, il a commencé à faire le marketing pour moi, partout où il passait pour former, il a commencé à faire les marketing pour moi. C'est comme ça que je me suis lancé dans la commercialisation, je suis à des commandes, à tout moment, chaque semaine, j'ai des commandes. Voilà un peu comment je suis parvenu à commercialiser mon produit et beaucoup plus en apprécie, bien que j'ai besoin de remarques pour pouvoir me performer davantage. Voilà un peu ce que j'ai dû faire sur mon produit. Merci. Alors Obed, bravo, félicitations en tout cas pour toutes tes performances. J'y arrive et tout ce que tu arrives à faire jusqu'ici. Bravo vraiment pour cela. J'espère que tu as quand même suivi la remarque que j'ai faite à Martin par rapport à la reformulation. La remarque que j'ai faite à Martin ou l'observation que j'étais en train de faire à Martin tout à l'heure. Ouais, j'ai bien suivi. C'est important que tu puisses noter ça. Les éléments que vous donnez, c'est des très bons éléments. C'est vraiment des très bons éléments qui entrent dans la mise en place de la valeur unique. Mais maintenant, au niveau de la valeur unique, parlant de la valeur unique, il faudrait être assez bref, assez clair et précis au point que vous en parlez à votre consommateur, il comprend. Parce que la question que les consommateurs vous posent, c'est que nimpetechini mujinoja mujangata ja produit ba anji ngangata nani produit ba ujuenza nimpetechini. Et là, exactement, vous n'êtes pas censé lui expliquer beaucoup de théories et toutes les
tous les procédés que vous mettez en place pour arriver à la valeur unique. Dites-lui une simple chose qui lui permet Exactement. de comprendre la satisfaction. J'ai déjà reçu des questions pareilles. Et moi, personnellement, quand j'ai fait mon produit, je les goûte souvent. Quand je prends mon produit, c'est beaucoup plus énergétique. Ça veut dire que si vous prenez les produits, la confiture à base des papayes, même si vous avez faim, vous allez sentir que donc c'est vrai que si vous avez faim de la nourriture foufou, Oui. vous pouvez toujours avoir, mais quand même si vous avez faim, ça atténue vraiment cette faim et que vous n'aurez pas vraiment beaucoup de faiblesse. Voilà, Obed. avant. Obed. Maintenant, imagine que moi, je te dise le contraire. Je suis un consommateur aussi. J'ai pris ton produit. Quand je l'ai pris, j'ai eu faim. Pourtant, toi, tu parles du contraire. C'est comme ça que c'est important. C'est important. On venait de passer en revue quelques étapes de développement produit. On a dit que au niveau de développement produit, par exemple, lorsqu'on doit faire la validation, les tests de produit, on ne doit pas être complaisant. Donc, Obed, toi, tu ne dois pas me dire que moi, je goûte souvent mon produit. Non, non, c'est ton produit. On sait que c'est ton enfant. Tu ne peux pas dire que ton enfant est moche. Tant que c'est ton produit, tu diras toujours qu'il est bon. Et c'est important que tu ailles au-delà de toi-même ou au-delà des proches. Tu parles peut-être d'un coach. Ça peut être un coach avec qui tu es familier, qui ne te dira pas peut-être que ton produit n'est pas bon. Parce que tu es familier, tu es son pire petit. Il te dira que ton produit, il est bien, tout ça, je vais t'encourager, tout ça, il va te motiver. Mais maintenant, j'étais même en train de dire que dans le choix des personnes auprès de qui on doit faire valider le produit, il faudrait qu'on choisisse des personnes qui sont flexibles. Donc, ça peut être des personnes comme ton mentor, ton coach et tout, qui peut être 50-50, donc qui peut être franc avec toi 50%, et 50%, il est un peu flexible, genre, c'est mon petit, je l'encourage. Il faut trouver des personnes qui sont extrêmement flexibles, des personnes qui sont moyennement flexibles, et des personnes qui ne sont pas flexibles, donc des personnes dures. Donc, on dirait il avait pris un truc bizarre. Tu lui poses la question, mais comment tu renfrontes les visages comme ça? Il te dit, mais telle chose. Là, au moins, tu as la réalité. Tu peux améliorer parce que le produit qu'on propose sur le marché, c'est pas des produits parfaits, c'est des produits qu'on doit proposer dans une dynamique d'amélioration continue. Si toi, tu commences à proposer ton produit aujourd'hui, tu penses qu'il est parfait, tu n'es pas dans une vision de l'améliorer, à un moment, tu seras buté à des fortes difficultés. Donc, moi, je t'ai pris, si tu as bien noté le cours, en fait, la leçon du jour, il faudrait vraiment revenir sur cette leçon. Recommencer encore les étapes dont on a parlé ici. On n'arrête jamais avec ces étapes-là. Même lorsqu'on a fini d'avoir un produit qui est bien apprécié sur le marché, il faut toujours à un moment donné commencer à se remettre en question. Tu reviens encore à la première phase, tu passes par la deuxième, la troisième, la quatrième, tu te remets en question. C'est comme ça que tu vas maintenir une valeur unique. Parce qu'on a dit ici que parmi les menaces, on est dans un environnement où il y a la concurrence. Pendant que toi, tu as proposé ton produit, tu viens définir à faire ces étapes de développement produit, tu vas proposer ton produit, il y a quelqu'un d'autre qui va s'élever, qui va faire aussi la même chose, qui va peut-être te dépasser. Maintenant, si toi, tu t'arrêtes à ici, tu penses que ton produit, il est bon, fini, cette personne qui va te dépasser, il va prendre tout le marché et puis tu vas te retrouver, tu n'as rien. Tu as un produit que toi-même tu aimes, que tu apprécies, qui est bon, qui fait ce que lorsque tu le prends, tu te rassasies. Mais tu ne vas les prendre que toi-même, personne ne va te l'acheter parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait mieux que toi. Donc c'est important. Je suis en train d'enregistrer cette session ici. Je pourrais vous la partager après pour que vous puissiez la resuivre et puis refaire encore ces étapes-là, même si vous êtes déjà à un stade très avancé avec votre produit. Ok, je vais juste prendre la parole quelques secondes. Oui. Je vois que Madame Karine a levé la main. J'ai au fait une mauvaise nouvelle et ça c'est ma faute. Je m'en excuse. Okay. L'invité spécial que nous allions avoir été Monsieur Eugène Kandolo, Monsieur la valeur ajoutée lui-même. Mais Mamou a fait une grosse erreur avec les différences de fuseau horaire. Voilà. Donc lui il sera là à 10h20. Il devait être là à 10h20 heure du Kassa, mais il est à Kinshasa. Donc je n'ai pas réalisé de lui dire que c'était 10h20 du Kassa et non de Kinshasa. Donc malheureusement là il est en mouvement,
donc il ne pourra pas nous rejoindre. Là, c'est ma faute. On va se reprendre. Donc il va nous rejoindre à la prochaine session. Vraiment désolé pour ça. Donc on va juste conclure. Donc s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, donc Madame Karine était la suivante. On peut faire ça, mais malheureusement Monsieur Eugène ne sera pas avec nous et ça c'est ma faute. Sorry. Il y a Félicité, hein. Félicité, c'est Félicité, je pense. Félicité Ndaya qui a une question, qui a une main levée. Oui, Félicité, vous pouvez parler, on vous suit. Oui, merci beaucoup. C'est le numéro de Madame Félicité. Ok. Et c'est Karine qui travaille avec elle. Ok. Oui. Par rapport à notre produit, nous avons le jus d'ananas. Au niveau du Kasaï central, on avait constaté que l'ananas était en train de pourrir. Et beaucoup de gens le consommaient à l'état brut. Et nous avons pensé donner cette valeur à l'ananas pour qu'elle soit consommée un peu longtemps et valoriser ses produits. C'est ainsi que on a pensé à la fabrication de jus. Et ce jus, la valeur que le jus nous apporte au niveau de nos clients, la première des choses, on organise les journées de dégustation pour avoir les appréciations des clients. Et parmi nous, on fait aussi l'effort de connaître nos concurrents au niveau de la province. On achète leurs produits, on goûte pour voir un peu la différence qui existe entre notre produit et les produits de nos concurrents et voir un peu le marché parce que c'est presque le même client qui nous achète, les restaurants, la communauté. Et maintenant, investiguer aussi dans la communauté quelle est l'appréciation de notre produit et les produits des concurrents. Et à travers ça, on pense comment améliorer le goût. Parce que au niveau de l'ananas, on constate que la plupart des gens aiment l'ananas par son goût, qui est le goût, un bon goût, et aussi les saveurs, comme la boisson énergétique qui donne des bons saveurs et bons goûts à la communauté. C'est ainsi qu'ils consomment, c'est ainsi qu'on a pensé que c'est une valeur ajoutée. Mais au niveau de notre produit, nous on fait l'effort de connaître d'abord le concurrent, ce qu'il fait, consommer les produits, voir donner la grande différence entre notre produit et investiguer aussi les communautés quand ils consomment notre produit. Je peux acheter le produit de concurrent, je donne à la communauté à ma présence. Je prends aussi mon produit, je donne. Maintenant, je compare l'appréciation. Et par rapport à cette appréciation, que je fais l'effort d'améliorer la qualité de mon jus pour que ça soit un peu plus meilleur que celui de la communauté. Je demande un peu les analyses par rapport à cette consommation. Celui que je donne, je lui demande tous les détails possibles. Alors, Madame Karine, vous m'excuserez, je veux juste vous interrompre. On va reprendre avec vous dans quelques minutes. Ouais. Mais nous avons notre invité, Monsieur Kandolo, a gracieusement accepté de nous rejoindre. Comme je dis, c'est ma faute. J'ai fait une erreur avec le fuseau horaire. Mais il va nous quand même venir nous saluer pendant quelques minutes. Okay. Donc, je vais juste le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Monsieur Eugène Kandolo est un entrepreneur, un conférencier éclectique, écrivain et un coach en développement personnel. Il a plusieurs œuvres, dont la principale, celle qui est bien connue, est le livre « Bâtir sa propre légende n'est pas une légende » et que je recommande vivement, que j'ai lu. Et c'est l'un des coachs qui sera avec nous à Kananga en présentiel. Donc, je lui donne la parole, Monsieur Eugène Kandolo. Merci beaucoup d'être venu. Bonjour, Madame Nana. Bonjour à tous. Je suis très heureux de partager avec vous. C'est bien dommage qu'on m'avait donné l'heure et moi, je pensais que c'était l'heure de Kinshasa alors que c'était l'heure de la partie orientale du pays. Mais qu'à cela ne tienne, bon, on s'est dit, même pour 2 minutes, on peut se faire un clin d'œil tout en vous promettant que le prochain meeting, je serai là, on va régulariser avec les problèmes horaires, de manière à ce que je puisse
prendre parole de façon consistante et que nous puissions interagir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez bien fait d'être dans cette aventure et c'est très important d'oser ce rêve et parce que on ne peut pas vivre si on n'a pas un objectif, si on n'a pas une vocation découverte et c'est très important que nous puissions avoir cela à l'esprit, mais savoir aussi que c'est très bien de rêver parce qu'il n'y a pas de taxe sur le rêve, mais qu'entre le rêve et sa réalisation, il y a un parcours. De fois, ce parcours est fait de ronces et des épines. Il faut savoir tenir bon. Et je vous souhaite tous les meilleurs dans ce challenge et je vous promets que nous allons nous revoir très bientôt et prenez soin de vous. Merci beaucoup, Monsieur Kondolo. Merci. Merci, merci. Ok, donc Monsieur Kondolo va nous quitter. Il avait déjà un engagement avant les 10h30. Donc on va continuer avec Madame Karine. Encore une fois, merci Monsieur Eugène. Et cette aventure en ligne. Ok. C'est ce que je disais. On essaye un peu de voir avec les concurrents parce qu'ici à Kananga, il y a quelques personnes qui fabriquent des jus comme nous. Mais on essaye de voir au niveau de leurs produits quel est ce qui dépasse, la qualité du produit qui dépasse les nôtres pour nous permettre d'améliorer. Et c'est dans ce sens qu'on a apporté une valeur ajoutée où le goût est très différent des concurrents et appréciable au niveau, c'est les consommateurs qui nous disent qu'ils préfèrent notre goût par rapport au goût des autres parce que il y a une différence et ils préfèrent notre marque quand ils arrivent au niveau des restaurants ou de business. Ils préfèrent acheter notre marque que nous avons différenciée avec le marque des concurrents par rapport au goût parce qu'on a eu le temps de prendre, acheter le jus des concurrents, consommer, prendre la différence, investiguer aussi dans la communauté, voir un peu qu'est-ce qui différencie et on a demandé comment on peut apprécier et par rapport à ça, on a eu un peu de goût qui est différent et la valeur nutritionnelle que les gens consomment, qu'on a préféré aussi. C'est ainsi qu'on a pensé à une valeur ajoutée. C'est ça. Monsieur Mike, vous êtes là? Ouais, je suis là. En tout cas, je suis quand même impressionné par la proposition de mademoiselle Karine ou madame Karine. Je pense que j'aurais pas assez de commentaires à faire. Je pense qu'aux sessions que j'ai proposées, sessions d'échange individuel, on pourra en long et en large échanger sur sa proposition de valeur. Oui, on aura des sessions individuelles entre jeudi et vendredi prochain. Et on pourra vous donner un meilleur feedback sur où vous êtes et peut-être s'il y a des améliorations, s'il y a des choses à améliorer ou pas. C'était la dernière question. Il y a quelqu'un d'autre avant que le monde se sépare? Il y a Joël qui a la main. Ah, Joël, ok. Monsieur Joël. Et d'accord, merci beaucoup. Vraiment, j'aimerais aussi intervenir par rapport à la valeur ajoutée de mon produit, la confiture à base d'ananas ici à Kananga. D'abord, du départi parce que ici, j'ai trouvé que la ville de Kananga était vide, il n'y avait pas de confiture, il y avait une personne, seulement une famille qui commandait ça d'ailleurs. Et je me suis dit, nous avons aussi les ananas sur place, nous avons tout, qu'est-ce qui va freiner pour que nous ne puissions pas produire? Je me suis lancé. La valeur ajoutée que j'ai, moi, c'est d'abord cette facilitation-là de trouver la confiture à base d'ananas sur place ici à Kananga sans payer ça ailleurs. Et aussi, la confiture à moi que je fabrique sur place ici à Kananga est très riche en énergie. Les prix aussi, par rapport au prix, j'ai réduit les prix pour faciliter que la communauté, d'une manière générale, puisse avoir l'accès à l'achat de mon produit qui est la confiture à base d'ananas. Ok, merci. Des commentaires, Monsieur Mike?
En tout cas, non. Je pense que les commentaires que j'ai eu à faire sur les 2 premières interventions valaient vraiment la peine pour tout le monde. Et les restes, on pourra davantage échanger dans le groupe, en fait, dans les ateliers qu'on aura. Ok, parfait. Quelqu'un d'autre a levé la main? Non? Il y a Crispin qui a une main. Ok, j'ai mon truc qui est bloqué. Non, il n'y a personne qui a levé la main, n'est-ce pas? Crispin a une main levée. Ok, qu'est-ce qui se passe? Comment ça que je n'arrive pas à voir? Ok, allez-y, monsieur Crispin. Ok, merci, madame. J'avais juste une petite préoccupation à adresser à monsieur Mike. C'est compte tenu du remplissage de notre modèle économique. Je suis avec moi, donc juste devant moi, le document qu'il avait partagé sur construire son modèle économique. Quand je descends vers la fin, il y a juste un petit tableau. Donc, c'est tout ce qu'on va remplir comme business model. C'est ça, non? Effectivement. Donc, vous créez un nouveau tableau comme ça, comme celui-là ne peut pas être copié. Vous les créez et vous respectez quand même la disposition des choses parce que c'est significatif. Et vous remplissez les éléments selon chaque cadran. D'accord, d'accord. Merci. Ok. En fait, il y a le plan d'affaires qui est bien plus détaillé, etc. Mais à la finale, c'est un pitch que vous allez faire. Vous allez vendre votre produit. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de 10 pages à expliquer. Et ça, de toute façon, ce sera ennuyeux. Les gens ne seront pas intéressés à écouter ça. Donc, le business model, c'est un petit tableau. Donc, ça vous donne le schéma à suivre, en fait. Donc, vous aurez les informations importantes et nécessaires. Donc, si quelqu'un vient à votre stand ou c'est lors de votre pitch et que vous devez expliquer votre produit, ça, ce sont les informations nécessaires et importantes que vous devrez partager. Chacun, bien sûr, le business model aussi, quand vous l'expliquez, vous n'avez pas besoin de l'expliquer, vous ne le lisez pas comme si vous êtes en train de lire un livre. Donc, ce sont des informations, vous allez écrire vous-même votre sommaire, vous allez expliquer votre produit à votre manière. Effectivement. Mais ce sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir justement vendre votre produit à la finale, ou même si quelqu'un venait vous poser des questions qui étaient bien plus intéressées à votre produit, peut-être pas juste un visiteur simple, mais ça peut être quelqu'un qui est intéressé à un partenariat, on ne sait juste jamais. Donc vous devez être capable de vendre votre produit. Effectivement. Pas juste en disant je transforme l'ananas. Effectivement, c'est un document vraiment qui peut être interne à vous, qui vous sert à vous en tout cas, il vous sert des boussoles pour comprendre votre idée et tout. Mais comme Madame Nana a dit, il y aura une session sur les business pitch, sur les pitchs. Alors c'est au niveau du pitch que vous aurez une forme de maquette qui vous permettra d'aide-mémoire pour parler de votre projet. Donc c'est à cette session qu'on vous apprendra comment est-ce que vous pouvez présenter votre idée à quelqu'un, un partenaire, un client, un consommateur et tout ça. Donc c'est un peu ça. Est-ce qu'il y en a certains qui ont déjà suivi des émissions la plupart sont en Occident, où ils font des pitchs devant des investisseurs potentiels pour que leur produit soit financé, leur entreprise soit financée? Est-ce que vous regardez ce genre d'émission des fois? Ouais, moi. Ok. Alors, vous pouvez comprendre que même si, je donne un exemple au hasard, peut-être que M. Crispin a la meilleure innovation, mais M. Giscard a le meilleur pitch. Qui vous pensez aura le financement? C'est le meilleur pitcher. Exactement. Donc, c'est la façon que vous vendez votre produit. Ça ne suffit pas juste que, moi, je transforme telle chose et puis ça aide les nourrissons et c'est très, très bien pour le monde, etc., etc. Non, les gens sont pas intéressés. Les gens sont intéressés à entendre c'est la façon que vous vendez votre produit qui fait la différence. Parce que peut-être ils peuvent trouver quelqu'un d'autre qui fait le jus de soja, le lait de soja, qui fait le piment séché. Ils peuvent trouver ça ailleurs. Mais la façon, l'énergie même de la personne. Monsieur Mike a parlé de même la réputation de la personne. Il y a des gens, ils vous voient, ils trouvent que vous êtes un peu rude, vous ne dites pas bonjour, vous n'êtes pas accueillant. Il est juste pas intéressé. Peut-être qu'il aurait pu financer votre projet, mais il est juste pas intéressé parce qu'il se dit bon, c'est mon argent et cette personne n'est même pas polie envers moi. Moi, je suis ce genre de cliente. Moi, je préfère même acheter chez quelqu'un qui n'est peut-être pas le meilleur, mais si je suis à l'aise, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui est, par exemple, rude et tout ça, je me dis, mais mon argent,
pour lequel je travaille, pourquoi est-ce que je dois aller dépenser mon argent chez quelqu'un qui ne me respecte même pas? Il y a des gens, ça dérange pas, mais des gens comme moi, en tout cas, à moins que vous soyez la personne qui détient l'oxygène, ou vous êtes la seule personne sur la ville qui a le produit, ça va être compliqué pour que je vienne chez vous. Ouais. Non, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça, oui. Énergie. Les pitchs, on y met son énergie, son âme, son cœur. En tout cas, on s'y met soi-même dans les pitchs. Parce que c'est au travers de ça qu'on découvre, c'est votre projet. Vous les maîtrisez, il vient de vous. On n'est même pas au français, que vous le faites que vous le fassiez en tuluba, en anglais, mais on doit sentir que ça vient de vous, ça vient de votre âme, de votre cœur. Et soyez vraiment très attentifs à cette session-là que vous aurez sur les pitchs. Exact. Et démarquez-vous. Même si vous pouvez décider de le faire en un mix de Chiluba français, ne le faites pas comme si quand vous êtes à l'école. Je sais que nous, le système francophone, les gens aiment bien. N'utilisez pas tous les gros mots. Nous avons des docteurs, je crois qu'il y a des avocats ici, pardon. N'utilisez pas tous les gros mots là. Ça nous fait mal à la tête. Gardez les choses très simples. Vous pouvez faire un mix de Chiluba et français. Vous pouvez, bon, je donne un exemple. Je ne sais pas, je donne juste un simple exemple. Par exemple, celui qui transforme, Monsieur Martin, qui transforme les tomates. Peut-être qu'il va ramener des tomates, il y aura des tomates près de lui, il va montrer, il y aura peut-être quelques tomates pourries, donc le visuel aussi, il va montrer ce qui se passait avec les tomates, comment est-ce qu'il a résolu, comment le ketchup a résolu ce problème, quels sont, peut-être qu'il va ramener, comme Monsieur Mike avait dit, quelques frites ou je ne sais pas quelle autre chose qu'on peut déguster le ketchup avec, pour peut-être les juges ou les gens qui sont devant. Démarquez-vous. Il n'y a pas vraiment, à moins que ce soit illégal, mais il n'y a pas de limite de comment vous pourrez présenter votre produit. Je me rappelle l'année dernière, Monsieur Odon, il nous avait marqué dès le début. Monsieur Odon, quand on était en février, vous vous rappelez, Monsieur Mike, quand on a eu la session avec le coach, Monsieur Odon est venu, déjà il était il était déjà en costume et tout ça. On s'est dit, ok, ce monsieur à la tomate, il est vraiment sérieux. Et il est venu avec son jus. Et il a commencé à donner, il offrait le jus au coach et tout ça. Et on était tous impressionnés parce qu'il a donné le jus. Mais il s'est démarqué, au fait. Son attitude, il était ouvert aux critiques. C'est pas la raison pour laquelle il a gagné, mais il s'est démarqué dès le début. Et ça peut être même la raison pour laquelle il a gagné, pourquoi pas. Tout ça, ça donne des points de plus. Là, je ne sais pas si on parle M. Mike ou M. Joël. Non, je disais que ça peut bien être la raison pour laquelle il a gagné aussi, parce que tout ça, ça ramène des points. Le concours, c'est tout ça. Monsieur Joël, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Oui, monsieur Mike, vous disiez? Bon, je disais un peu, j'étais en train de vous taquiner pour dire que ça peut être la raison pour laquelle il a gagné. Pourquoi pas? Parce que tout ça, ça compte sur un concours. Comment est-ce qu'on s'y met dans tous les processus? Comment est-ce qu'on prend ça au sérieux? Ça compte et on donne des notes pour tout ça. Ah oui, ça compte, bien sûr. Exactement, ça compte. Mais juste pour dire des petites choses, il s'est démarqué déjà avec les petites choses. Voilà. Et c'était même marrant parce que de tous les finalistes, Monsieur Odon, c'était marrant parce que vous vous rappelez, il a pris les photos près des affiches qui disaient citoyens innovants. Ouais, donc c'était comme si il avait gagné dès le début et c'est ce qu'il postait. Il avait son cœur dedans. Et on était, mais ce monsieur, il n'est pas gagnant, c'est quoi son problème? Mais il a gagné à la fin. Et voilà. C'est comme l'adage que j'aime qui dit, ce n'est pas son, c'est son attitude qui détermine son altitude et non ses aptitudes. L'attitude représente beaucoup dans ce qu'on fait. Comme je dis, c'est aussi simple que acheter quelque chose chez Monsieur Giscard comparé à aller acheter chez Monsieur Martin, parce que Monsieur Giscard a un peu des attitudes, et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup. Bon, je sais pas si à Kananga c'est comme ça, mais par exemple à Mbujimaï, les entrepreneurs ont tendance un peu à agir comme s'ils ne sont pas intéressés par les clients. Et ça peut être aussi des choses assez frustrantes pour le client. Mais si vous allez chez quelqu'un où vous vous sentez bien à l'aise et tout, bon, c'est quand même une relation, hein, même si c'est juste un échange argent produit, mais c'est une relation. Et c'est ça, fidéliser vos clients et tout ça. Donc, quand l'attitude n'est pas bonne, on n'est juste pas intéressé à aller plus loin, quoi. Donc, je pense que est-ce que quelqu'un d'autre avait levé sa main? Non, en tout cas, je pense qu'on est à la fin. On a pris beaucoup de temps. On est à la fin. Ok, parfait, en tout cas.